Messieurs, dames, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que peut-être que je suis le seul à penser ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je me pose des questions. Pour tous ceux qui sont là, évidemment, dans le chat, bonsoir à vous. Pour ceux qui regarderont en rediff, tout pareil. Egon est con comme un manche. Gouverner, sale gave, il en a rien à foutre. Il se fait mal parler par tout le monde. Il picole sans arrêt. Le gars va à l'assaut alors que c'est pas prévu. Il monte sur un dragon, il a 12 grammes 8. Il se fait éclater la gueule en moins de 12 secondes. Alors pourquoi j'ai peur? Pourquoi je l'aime bien? C'est la vraie question. Pourquoi Egon maintenant je l'aime bien? Putain, ils sont trop forts House of the Dragon. Parce que en vrai, Egon, tu vois la saison 1 et tu vois maintenant, mais il est tellement maltraité. Il est tellement maltraité, il est tellement mais pris pour un pigeon, alors qu'il est jeune, c'est un gosse. Je me dis, mais non, mais je suis le seul à avoir de l'empathie pour lui ou quoi? Parce que putain, hé, tu dois te reconnaître dans son côté pathétique. Je sais pas comment le prendre, ça. À moins que ce soit un côté grand seigneur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est terrible. Bonsoir à toutes et à tous, évidemment. Comment on peut en arriver là? Mais je vous le dis, dans le chat, je suis le seul quand même à me dire attends, merde, Egon, ça fait chier parce que bah j'ai un peu d'empathie pour lui quand même, quoi. Bah, c'est. Tu le vois là, tout totalement meurtri avec putain, sa daronne, hein, Allison, t'as quand même. On va évidemment en parler aujourd'hui avec une phrase, bah voilà, que j'ai quand même envie de vous dire. Hein. On va commencer par là, parce que c'est une phrase qui mérite quand même d'être entendue. Voilà, hein, j'avais quand même noté Egon qui vit mal le fait que tout le monde se foute de sa gueule et de sa gueule de ses réflexions, alors que sa mère lui fait comprendre très spontanément quand même bah, que des réflexions et de la sagesse, il n'en a pas. Il y a une phrase intéressante, hein, que voudriez-vous que je fasse, mère? Parce que tout le monde attend de toi, rien. Sale pute. T'es une pute, et ta mère était une pute, et sa mère était une pute, et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Voilà, ça c'est mon avis sur Allison. Maintenant, moi je peux plus. À un moment donné, c'est ton gosse. Non mais respecte. Je veux dire, bon, le gamin, tu sens qu'il est pas bien. Putain, tu l'as pas élevé. Non mais vraiment, respecte-le. Respecte-le, le pauvre, évidemment. Enfin, c'est dur. On va évidemment parler de l'épisode 4 de House of the Dragon aujourd'hui. C'est vraiment un très bon épisode. Sur plein de points, il y a un léger détail, voilà, moi, qui m'a un peu... Bon, parce qu'il en faut. Mais voilà. Mais il y a un petit détail visuel, moi, je pense que ça aurait pu être encore mieux. Mais sinon, on va évidemment parler de l'épisode, parce que moins de trame narrative un petit peu à droite à gauche, mais là, ça y est. On sent que le point de non-retour de la semaine dernière a été franchi. On entame la guerre, on entame le chaos. Des deux parties, on continue de voir un petit peu que bah, même si conseiller de Rhaenyra, etc., on essayait d'être mesuré, là, il n'y a plus de mesure possible. Il y a encore des personnages comme Rhaenys. Salut mon pote. Qui essayait de régler le conflit. C'est-à-dire que la guerre n'était pas dans leurs propos. Ce qu'ils voulaient, c'était mettre un terme au conflit, stopper le conflit. C'était quand même des phrases importantes. Alors que, et ben voilà, hein, du côté des Verts, c'était guerre totale. Beaucoup de choses, évidemment, à dire aujourd'hui. La première question que je vous pose dans le chat, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Allez, une petite note sur 10. Donnez-moi une petite note sur 10. Et le pire, c'est que même son frère le saoule jusqu'à essayer de le buter. Ah oui, non, mais vraiment, non, mais Egon, c'est. Non, gratte pas un cash, hein, tu gagneras pas. Si on devait donner ça, si on devait dire ça à Egon, c'est voilà, ne joue pas à l'euro million, les chiffres ne sortiront pas, mon frérot. Hein, c'est bon, c'est là, t'as pas de bol. Mais c'est plus. Enfin, c'est vrai que là, je vais commencer, moi, par Egon, parce que. Waouh, c'est. Enfin, il a une. Moi, je suis partagé quand même sur son personnage. Positivement, hein, mais je suis quand même un peu partagé. Ça part sur du 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10.
9,5, tout ce que je voulais de House, des conflits familiaux, la politique, la guerre des dragons, la tragédie. Je suis là le troller la scène où Rhaenyra, qui va à Port-Réal voir Alicent, est inutile à cette saison. Ah non, elle était utile, c'était le point de non-retour. C'était peut-être une des scènes pour moi les plus utiles la semaine dernière. C'était la scène où on a compris que c'était terminé. Le point de non-retour était franchi, plus jamais, en fait, il pourrait y avoir de paix, aussi fragile soit-elle. C'est le chaos et la guerre maintenant. Car ça ne figure pas. Ah bah oui, mais ils peuvent rajouter des choses, tant pis si c'est pas dans le livre, ça c'est pas gênant. Enfin, moi après, j'ai pas lu les livres, mais. Elodie, 9 sur 10, 9,5, 9, 9. Ouais, des bonnes notes, hein. 10 sur 10. Ouais, c'est des très bonnes notes. Je vais quand même commencer par Egon. C'est un chemin de croix, pardon, que je trouve très intéressant parce que dans la saison 1, il y avait limite des trucs un peu viol, etc. C'était bon, le dernier des petits cons. Hein. Et plus le temps passait, plus on se disait, bon, il n'a pas inventé l'eau chaude, pardon, il sait pas faire grand-chose, preuve que la phrase fonctionne dans les deux sens. Régnier, il a l'air d'en avoir rien à foutre, hein, vraiment. Il passe son temps à picoler et puis à faire le zouave avec ses potes, etc. Mais on sentait qu'il avait quand même envie d'être pris au sérieux au fur et à mesure qu'il avait envie de faire certaines choses pour le peuple, qu'il essayait de faire les choses bien malgré tout. Et là, dans cet épisode, il en prend mais oh là 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 là, c'est tout l'épisode, ils lui en mettent mais plein la gueule. Ça commence avec Aemond qui lui parle dans leur dialecte, hein, évidemment, mais qui lui dit non mais attends, tu crois que t'as vraiment des meilleurs... Mais et le pire, c'est qu'ils ont tous raison. C'est ça, c'est aussi pour ça que j'ai de l'empathie pour Aegon, c'est qu'ils ont tous raison. Aegon est un idiot. Enfin vraiment, il a aucune profondeur et aucune possibilité de diriger quoi que ce soit. C'est un enfant. Enfin, je veux dire, il est ridicule sur un trône. Aemond, au début, lors d'une scène au conseil, lui dit mais tu crois que tu peux avoir des meilleures idées que moi? Tu crois que tu peux faire de meilleures choses que moi? Attends, mais tu veux vraiment qu'on redise toutes les fois où il fallait prendre des décisions, où tu commençais à faire le zouave, les choses comme ça et tout. Voilà, tu te dis que bon, là, c'est déjà que Aemond, à un moment donné, il en a marre. Il en a marre et il commence à voir que Aegon, et il y a toujours en plus l'écho de la semaine dernière où Aegon, complètement bourré, s'était foutu de la gueule d'Aemond. Ça, faut le rappeler aussi. Aemond, dans un moment de fragilité, dans un moment de tendresse, Aegon se fout de sa gueule, etc. Ça joue dans la tête d'Aemond. Donc on peut déjà considérer qu'il y a cette scène-là qui rentre en jeu. Un petit peu plus loin dans l'épisode, on a Alicent qui se pose des questions sur Aegon alors qu'il n'est pas là à un mestre, en disant mais est-ce que vous pensez vraiment que Viserys il a dit qu'Aegon c'était lui l'élu parce que ça se voit qu'elle a des doutes et que bon globalement elle est plus ou moins actée par rapport aux décisions d'Aegon et par rapport au comportement et au caractère d'Aegon que c'est pas compliqué. Donc même sa propre mère se pose des questions sur cette phase-là. On y reviendra, mais il y a une séquence où elle se touche le ventre et elle boit un truc. Je suis à deux doigts de me demander si elle est pas enceinte de l'autre espèce d'abruti là et qu'elle essaierait de tuer le gamin dans l'œuf ou des trucs un peu, on sait pas trop. Mais enfin voilà, moi le coup du plan je mets ma main sur le ventre puis ensuite je bois un truc, ça a pas l'air d'être du saké. Enfin ça, on y reviendra après. Ensuite, donc on a Aemond qui sermonne Aegon dans sa langue. On voit les limites de tout ce qui est acté là-dessus. Et puis après, ouais, Aegon qui vit mal le fait que les gens considèrent qu'il n'ait pas de réflexion. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important à mettre en place aussi. C'est-à-dire que pour une fois que Aegon, son fils, elle a bu du lait de pavot, c'est un truc contraceptif. Ouais, bah voilà. Donc oui, bon, donc j'avais bien raison sur le délire. Donc oui, bah ouais. Bon, si c'est pour avoir une ribambelle de call, je vous dis, t'avais raison. Hein. Alors là, merci, mais non merci. Hein. Mais oui, c'était pas anodin, le plan sur le ventre, avec le fait qu'ils insistent là-dessus, je l'avais capté assez vite. Encore est-il que je suis d'accord avec Bob, on reparlera de Criston Cole après, mais... Autant lui, vraiment, c'est comme si t'étais au Monopoly et que tu faisais que des double 6, hein, c'est-à-dire qu'il a une chatte des enfers. Preuve en est que là, quand on le voit dans des domaines de compétences qu'il est apte à avoir, c'est-à-dire sur la guerre, l'armement, les tactiques, etc., pour l'instant, il est irréprochable. La seule chose qui était négative, c'était justement le fait qu'Aegon prenne son dragon pour aller se mêler au combat.
Ça, c'est voilà, c'est le fait qui a un peu démoli la stratégie de Kristen Cole. Parce que la strat, propre, là, on peut rien dire. Hein. Puis alors, le mec, il tombe KO, mais quand le roi, il y va, là, il y a une certaine forme de loyauté, c'est il y va, il se pose pas de questions. Hein. Il y a des dragons, des trucs, des machins, non, j'y vais. On y reviendra évidemment sur Kristen Cole par la suite. Mais on a aussi donc Aegon qui vit mal ça. Et puis alors, il y a quand même là sa mère qui lui dit, mais attends, tu étais en train de nous dire là que t'as le seum parce que les gens considèrent que ils respectent pas tes réflexions. Mais c'est pas parce que tu étais sur le trône que tu as eu de la sagesse tout de suite. Tu n'as pas de réflexion. Et quand il lui demande qu'est-ce que je dois faire, et c'est ça que j'adore dans l'écriture de House of the Dragon, c'est pas qu'un roi qui demande ça à Alicent. C'est un fils qui demande ça à sa mère. Il lui dit, mère, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah écoute, ce que tout le monde attend, hein, rien. Et là, tu le vois dans les yeux de Aegon, évidemment, il trouve réconfort sur l'alcool, il va au combat. Il y a un côté grand seigneur quand même. Le mec, il est con comme une huître, il est naïf, etc. Il n'est pas prêt pour le trône, ce que vous voulez. Mais il y a un côté, ok, je prends mon dragon, j'y vais, puis je tente de régler les choses parce que j'ai envie de prouver. Il y a une envie de prouver et puis d'essayer d'être un peu à la hauteur. Je commence à avoir de l'empathie pour Aegon. Je commence d'avoir... Ah non, non, c'est pas Geoffrey 2.0. Geoffrey Baratheon, déjà, il n'était pas idiot. Il était extrêmement malveillant. Il était sarcastique et, je trouve pas le mot, sadique, extrêmement sadique. Et il avait papa et maman derrière, donc il s'en foutait, lui. Mais il était dangereux. Aegon, il est pas du tout à ce niveau-là. Il est pas cruel, Aegon. Il est pas cruel, Aegon. Il veut prouver sa valeur sur le champ de bataille, donc c'est quand même noble. Exactement. Moi, franchement, Aegon, bah, l'épisode, on sait pas trop. Hein. Moi, de mon point de vue, je ne considère pas qu'il soit mort. Ça me ferait bizarre qu'il soit mort parce qu'on insiste peu sur le. Enfin, on voit pas les choses comme bon bah Rhaenys là, à mon avis, ça me paraît difficile. Mais mais bon, soit dit en passant d'ailleurs, putain, Vagar, Vagar, c'est un cheat code. Hein. Vagar, c'est un cheat code. Hein. Alors là, pareil, d'un point de vue visuel et esthétique, les plans sur Vagar. Tu vois déjà les plans sur les dragons qui sont travaillés, mais le travail du son. Le travail du son et des effets sonores sur Vagar où tu as l'impression que tu as un Boeing qui s'envole, visuellement, c'est exceptionnel. Vagar, il est arrivé, il a vu Dragon, il était comme ça. Parce que moi, je suis un animal. D'accord? Je suis un putain d'animal. Ok? Rawr! Rien à foutre. Il en avait rien à foutre. Il est arrivé en AD Laurent, prise à deux, je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Mais c'est trop bien foutu. C'est trop bien foutu. Visuellement parlant et tout, c'est zinzin. C'est zinzin. Vagar est blessé pendant le combat au niveau du ventre, ça servira plus tard. Ouais, parce que le Meleis, ça fait quand même une belle... On est vraiment en match de foot là, mais Meleis, ça fait une belle prestation, ça fait une bonne percée, voilà, bon, c'est toujours mieux que l'attaque de l'équipe de France. Mais non, oui, c'est la puissance de cette séquence-là. Alors, il faut quand même avoir un peu de nuance. On va parler de cette scène-là, si vous le voulez bien, parce qu'elle est quand même intéressante. J'ai trouvé que d'un point de vue photographique et travail esthétique, c'était un chouïa faible. Il fait très gris, il y a des figurants, mais en même temps, il y a assez peu, je trouve, de plans emblématiques sur la bataille telle qu'elle mérite d'être entendue du point de vue de l'homme à échelle humaine. Et j'ai trouvé que d'un point de vue photographique et visuel, il n'y a pas d'envolée de plans marquants. Enfin, il y a quelques plans forts, évidemment, mais il n'y a pas d'envolée d'une photographie ou d'un jeu de couleurs ou un jeu de travail de l'image, etc., qui aurait pu être à la hauteur de quelque chose comme ça. C'est très terne. J'ai trouvé que c'était trop terne pour l'enjeu. J'aurais pensé peut-être qu'en rajoutant certaines choses, pourquoi pas filmer de nuit ou sous la pluie ou même sous un coucher de soleil ou quelque chose comme ça aurait pu être un peu plus intéressant. Parce que là, vous l'avez, parce que cette photo-là là, est tirée de l'épisode. Ah, c'est très gris. Hein. C'est très gris. Donc voilà, moi je suis d'accord avec Valentine aussi là-dessus. C'est bien fait visuellement, d'un point de vue image de synthèse, etc. Tout ça, c'est impressionnant, hein, ça c'est sûr.
Mais voilà, on est loin, par exemple, de la bataille des bâtards, parce que t'en parlais, Preach, justement, sur Instagram. La bataille des bâtards, il y avait une photographie assez bleutée, assez fraîche. Tu sentais qu'il faisait froid, que les corps avaient été en souffrance, qu'il y avait de l'étouffement, qu'il y avait des choses comme ça. Il y avait un univers assez bleuté et des plans emblématiques. Kit Harington a beau avoir le charisme d'une huître, quand il est de dos face à 2000 personnes, forcément, avec un plan comme ça aide. Donc, il y avait des plans marquants. Là, c'est vrai que d'un point de vue esthétique pur, je n'ai pas trouvé que c'était une scène. C'est une scène qui aurait mérité mieux. A contrario, par exemple, quand Kristen Cole se relève et qu'il est dans le mal et qu'on voit les corps calcinés et puis le montage un peu épileptique, hein, vraiment plan par plan. Là, pour le coup, ouais, ça, on peut avoir assez peu d'efforts photographiques et au niveau des décors. Par contre, quand c'est bien travaillé au montage comme ça, c'est déjà plus intéressant. Oui, il y a des beaux plans. Non, oui, il y a des beaux plans quand les dragons s'attaquent, mais je veux dire, il n'y a pas d'effort sur la photographie et les décors. Sinon, sur le côté artistique et travail de plan, tu gardes exactement les mêmes plans, tu mets une meilleure photo ou un coucher de soleil ou quelque chose de différent, moins gris, moins terne, c'était tout aussi bien. C'était tout aussi bien. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que pendant toute la séquence, je sais pas si vous l'avez perçu comme moi, je me suis dit, oh, c'est vraiment le rendez-vous des guignols. En fait, rien ne se passe comme il faut. Et j'étais là en mode, mais c'est trop intelligent. Parce que là, on est en train de se rendre compte que la guerre est totale et que le symbole de cette guerre, c'est il n'y aura pas de gagnant. On le voit au début, en fait. Rien ne se passe comme il faut. Rien ne se passe comme il faut. C'est un rendez-vous de glandus. C'est genre, Christian Cole, il a une bonne strat. T'as Aegon qui arrive et qui fait chier. Tu te dis, mais attends, mais Rhaenys et Meleys, elles peuvent pas aller attaquer Vhagar, etc. Puis en même temps, tu sens que Vhagar, il est un peu en difficulté. Puis Aegon, il est quasiment laissé pour mort. Et puis Kristen Cole, il arrive même pas à aller le retrouver. Puis Rhaenys se finit par mourir, etc. Je me suis dit, c'est brillant. Parce que là, en une scène, on se dit, il n'y aura pas de vainqueur. Personne n'est gagnant à l'arrivée. C'est un chaos total où même si tu as des stratégies ou quoi, on pouvait dire à Kristen Cole n'attaque pas de jour. C'était potentiellement une bonne idée, ça se retourne contre lui. Aegon, il y a la présence d'Aemond, ça se retourne contre lui. Aemond, il est là, il doit calciner son roi parce qu'à un moment donné, il y a aussi, bon, lui, il fait peut-être, on verra, mais il fait peut-être d'une pierre deux coups, mais il le dit quand même imbécile. Il s'attendait pas à ce qu'il soit là, ça l'emmerde. Rhaenys finit par mourir, qui était la seule personne encore à peu près mesurée du côté de Rhaenyra. Cette séquence-là, pour moi, c'est vraiment genre, ils sont tous mauvais parce que tout se retourne contre eux, parce que ça fait des épisodes et des épisodes qu'on essaie de régler ça à l'amiable et qu'on leur dit, c'est la guerre. Il y a un moment donné, je crois que c'est Alicent qui dit une phrase qui est assez vraie. C'est où Voilà, la guerre arrivera, les intentions de Viserys se trouvent avec lui dans la tombe. Voilà. Les intentions de Viserys, c'était de vivre ensemble, la paix, les choses, etc. Ce que Rhaenyra a essayé de faire, c'est plus possible. Et en fait, cette scène-là nous le dit. Cette scène-là nous le dit, voilà, non, en fait, vous vous êtes tous fait avoir à votre propre jeu. Ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas parce que vous avez été fait comme ça. Donc voilà, t'as l'alerte, l'alerte de Kristen Cole qui marche pas non plus. Vhagar qui est saoulé, qui se recouche. Ouais, non, mais vraiment, t'as des trucs en mode, vas-y, ça me casse les couilles. Mais parce que, même Aemond, il est là, genre, oh non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Et puis Aemond, il s'attendait pas à un combat aussi difficile. Gros respect pour Rhaenys, RIP et Meleys. Parce que, en vrai, Vhagar, c'est une sacrée dragonne. Aemond, c'est quand même pas le dernier des dragonniers. Ils ont fait une très grosse perf, franchement. C'est là que tu vois aussi que c'est important, ce genre de phase-là, où tu as des scènes très touchantes. Rhaenys et Meleys qui disent « Ah, on repart à la guerre une dernière fois, on repart à la bataille ensemble, comme à la belle époque. » On a cette relation, c'est toi, Valentine, qui le voulais d'ailleurs. Dans les derniers lives, t'en avais parlé. Les relations entre dragons et dragonniers. Les relations fortes, ou voilà. Le regard de Meleys. J'en ai rien à branler, tu vois, des personnages humains. Mais quand on tue des dragons, déjà, ça m'emmerde. Ça me faisait même chier pour le dragon d'Aegon. Hein. Je veux dire, ça m'a même cassé les couilles pareil, parce qu'il y en a déjà tellement peu
de t'abrutis là, et ben voilà. Mais quand Méléis et le dragon est mort, t'as un regard tellement humain, tellement. Bah, je suis désolé, je t'ai pas protégé, je suis désolé, on n'a pas gagné, je suis désolé, je t'ai peut-être déçu. C'est un regard d'un point de vue des animaux, que sur certains animaux, tu retrouves ça, notamment chez les chiens, les chats, des regards assez tristes, en particulier chez les chiens, tu vois, sur les protections, les trucs comme ça. C'est là que tu vois la complicité entre le dragon et le dragonnier. Et ce dernier regard-là, bon, et Rhaenys qui meurt, bon, bah, pour l'intérêt du scénario, ça donnera peut-être des choses bien. Moi, bon, c'est pas le personnage que je préférais, donc d'un point de vue subjectif, objectivement, dans l'analyse, c'est une grosse perte. Subjectivement, je m'en fous un peu. Mais Méléis, bah, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur, parce que je me suis dit, merde. Enfin, tu vois, genre, putain, t'as ce plan-là, en fait, t'as ce visuel-là qui est tellement intelligent. Et pareil pour le plan avec le dragon d'Egon. C'est ça qui est brillant, c'est que le dragon d'Egon, c'est du gâchis. Et le film comme ça, c'est filmé et réalisé comme ça. Le dragon d'Egon, il a aucune chance, il se fait démonter, il arrête pas de hurler parce qu'il a mal, il hurle à la mort et tout, et il est filmé. En fait, tu sens vraiment les deux ambiances. D'un côté, tu vois que Vagar, quand il tue, quand Vagar, elle tue Méléis, c'est de la tristesse. Quand elle tue le dragon de Aegon, c'est du gâchis. Et c'est filmé de la même manière. On filme pas la même émotion, on filme pas les mêmes séquences, etc. Là, c'est vraiment Aegon, c'est jusqu'au bout, c'est le désarroi total, quoi. Alors qu'il est magnifique, ouais. Puis alors, il a l'air, enfin, il envoie aussi. Hein. Faut le dire ce qui est, le dragon d'Aegon. Je sais plus comment il s'appelle, mais il doit avoir un rapport avec le feu assez important parce que les Dracarys sont très puissants. Donc même par sa petite taille, je pense que ça, à mon avis, ça doit être un de ceux qui a le plus de puissance. Comment ça va, mon Tomox? Merci pour le Prime. Le bonsoir, je reste pas, j'ai pas encore fini la série principale, je veux pas de spoil. Ça va, le bon Tomox? Merci beaucoup d'être passé pour le 21e mois déjà. Et puis ouais, regarde ces épisodes parce qu'ils sont vraiment très bons. Hein. Alors, une question qu'on peut quand même considérer, que Valentine nous propose. Aemond a clairement voulu tuer son frère. Pour vous, dans le chat, Aemond, il veut tuer son frère, oui ou non? La question mérite d'être entendue. Je pense qu'on peut dire que oui. En fait, je pense qu'on peut entendre oui. Et je pense qu'on peut entendre oui, mais. Parce que Aemond ne savait pas que son frère était là. La première phrase qu'il dit, c'est imbécile. Il n'y a pas, de la part d'Aemond, au moment où il voit son frère dans le ciel, un rictus sadique qui nous fait dire « Ah bah il va le buter. Ah bah il va le buter. » La première phrase qu'il dit, c'est imbécile. Dans le genre, t'es en train de compromettre la mission, qu'est-ce que tu fous là Et peut-être, putain, je vais devoir te régler ton... Qu'est-ce que t'es venu t'emmerder dans ce truc Donc... Il a lâché un giga sourire quand Aegon a chuté. Ah bah après oui. Après oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, je pense qu'on peut entendre oui, parce que à partir du moment où il voit qu'il peut saisir l'opportunité et puis faire d'une pierre deux coups, il y va, il se rend compte qu'il a réussi son coup et c'est bon. Parce que bon bah voilà, là c'est acté. Mais sur le premier temps, c'était peut-être pas son intention première. Quand il le voit, il dit quand même imbécile, tu vois. Il aurait pu juste simplement dire let's go, putain, j'ai du bol. C'est d'ailleurs intéressant car dans le bouquin, la scène est racontée par ceux qui sont au sol, ce qui fait qu'on sait pas exactement ce qui se passe dans la tête des persos. Donc là, ça vient totalement compléter la scène du bouquin. Ouais, bah d'où l'avantage d'avoir les deux raisonnements, ouais. T'aurais pas dû venir, mec. Bah c'est ça. C'est genre, ah putain, mais t'es trop con. Pour venger de l'humiliation. Ah oui, bah sinon, il y a ça. Il y a le fait que Aemond aussi, bon... Aemond, on sent que le pouvoir l'intéresse, ou en tout cas qu'il a aucun mal à se dire que il serait meilleur au pouvoir que certains. Ça, je pense que c'est acté, et c'est pas faux. Mais là, oui, je pense qu'il saisit l'opportunité. Puis il y a un côté très vengeur. Il l'avait fait à la fin de la saison 1, il le refait là. Puis avec Vagar, bon. Est-ce que dans l'univers actuel, parce que je sais qu'il y avait il y a un ancien dragon qui était un dragon immense, etc. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans les dragons qu'on n'a peut-être pas encore vus ou autres, est-ce qu'il y a encore un dragon vivant plus grand que Vagar? Ou est-ce qu'il faudrait que ils s'y mettent à 12 en fait?
Parce que là, tu vois qu'avec une bonne dragonnière comme Rhaenys, bah, globalement, t'es peut-être capable à un moment donné d'emmerder Vagar. S'ils sont à 3 ou 4 sur lui, et même je pense qu'il allait achever le roi quand Cole arrive, il était sur le point de dégainer l'épée. Ah oui, 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 c'est pour ça que moi je considère que son idée première, c'était Enfin, après, il y a des nuances. Est-ce que finalement il allait pas abattre le dragon par respect pour les dragons? Parce que peut-être, il y a peut-être les deux. Peut-être, moi je l'ai vu comme ça aussi. Peut-être que Aemon, à un moment donné, quand il prend son épée, c'est aussi pour abréger les souffrances du dragon qui est pas encore mort, par respect pour les dragons, parce que lui est un bon dragonnier, c'est ce qu'il fait. Mais il y a aussi l'opportunité peut-être d'achever définitivement Aegon. Peut-être les deux. Hein. D'ailleurs, la mienne est peut-être moins... c'est plus une interprétation qu'une vérité. Hein, parce que peut-être que la deuxième phase où il voulait tuer Aegon est plus probante. Et je pense que, voilà, à un moment donné, il décide de faire Dracarys sur les deux. Il veut faire d'une pierre deux coups. Ça, c'est une évidence. Est-ce que c'était son envie au début? Peut-être pas, mais dès le moment où il est monté dans le ciel, ça l'est devenu. Ça, c'est indéniable. Et puis, ça lui permet, voilà, de saisir une opportunité et puis de continuer cet aspect de vengeance qu'il avait par rapport à ce qu'avait fait Aegon dans le bordel. Pourquoi il range son épée quand Cole arrive? Et bah parce que justement, oui, vis-à-vis d'Aegon, il peut pas le tuer. Donc il doit y avoir cette option-là. Largement. Hein. Aemond allait dégainer son arme même avant que Criston débarque. Eh ben oui, Bob, ça c'est vrai, ouais. Ah, elle est rengainée. Mais non, il a rangé son épée même avant que Cole arrive. Ah, ça, je me rappelle plus. Dans le chat, vous en pensez quoi de ça? J'ai plus l'image exacte. Est-ce qu'il range, est-ce qu'il rengaine son épée avant que Criston Cole arrive ou sur le moment où il sait que Criston Cole est derrière lui? Est-ce qu'il sort l'épée, il arrange? Ouais, bon. Il l'arrange quand il a entendu quelqu'un s'approcher. Il range l'épée quand il voit Cole. Avant, aucune chance, il tue Aegon si Cole n'arrive pas, car son dragon, on l'entend, donc il se serait fait cramer avant. Ouais, donc dans tous les cas, ça va nous donner des rumeurs et des spéculations pour les prochains épisodes, parce que je pense qu'on est à tous d'accord là-dessus, Aegon n'est pas mort. Moi, je ne le vois pas être mort, là, lors de cette séquence-là. On n'a aucun plan qui permet de nous le permettre, on a un dernier beau plan, mais on maintient le suspense avec le fait qu'il rengaine son épée, etc. Pour moi, il n'y a pas de tenant et d'aboutissant là-dessus. Hein. C'est un taré sadique de toute façon. Et ben, je suis pas d'accord. Aemon, pour moi, il est plus nuancé que ça. Pour moi, Aemon, c'est pas un taré sadique. Ou en tout cas, c'est pas que un taré sadique. Aemon, il a des tas de zones intéressantes à développer. Hein. Il a des tas de zones intéressantes. Hein. Quand il est avec la prostituée à qui il se dévoile, etc., où il est nu et il a besoin d'un confort maternel et qu'il a cette fragilité, il a ces choses-là, je pense qu'il est beaucoup plus... je pense qu'il est beaucoup plus nuancé qu'un simple taré sadique. Mais bon, ça vous me direz dans le chat, mais pour moi, Aegon n'est pas mort. Aemon ne veut peut-être pas non plus le titre de roi. Moi, je commence à me demander si l'incompétence d'Aegon lui a pas donné des idées. Hein. On le voit vite fait au sol, entouré par son dragon qui le protège. Ouais, le dragon qui s'est sacrifié une dernière fois, peut-être pour essayer d'amortir un peu la chute. On en parle que c'est Criston Cole le seul durant tout l'épisode qui en avait quelque chose à foutre d'Aegon. C'est pratiquement son fils quand on y pense bien. C'est lui qui l'a enseigné l'art de la guerre. C'est lui qui l'a indirectement conduit à se suicider comme ça. En faisant des... alors non. C'est pas lui qui l'a... C'est pas lui qui l'a indirectement conduit à se suicider. La raison qui fait qu'Aegon part, c'est pour essayer de se prouver quelque chose, pour essayer de prouver quelque chose aux gens, parce qu'il a 12 grammes dans le sang, et parce que ça fait des jours et des jours que et sa mère, et le conseil, et Aemond arrêtent pas de se foutre de sa gueule et de lui faire comprendre que c'est un bon à rien. Pour le coup, Cole, c'est peut-être celui qui espérait le moins ça. Tellement poignant, même pour des gros cons, je pense qu'il y a clairement un potentiel de développement, genre une sorte de trauma. Ça, par contre, moi, je suis d'accord. Et par contre, je suis d'accord aussi sur le fait que Criston Cole, ça fait depuis 2 épisodes où il est pas mal. Hein. Alors, c'était le dernier des enfoirés, et puis on était le premier à dire que
Voilà, il s'était arrivé là par miracle et que lui non plus avait zéro compétence en termes de main du roi ou quoi que ce soit et que c'était le serial opportuniste. Enfin, que c'était une beuteuse sur pattes, hein, finalement. Hein. Mais là, honnêtement, il est, en termes de stratégie et en termes de tactique, loin au-dessus des autres, en tout cas dans ce qu'il propose. La tactique, pour être tout à fait honnête, la tactique avec Aemond, elle est incroyable. Elle est incroyable. Il préchote l'arrivée du dragon, il planque Aemond des Vhagar parce qu'il sait que c'est les seuls qui peuvent pouvoir l'avoir. Ils font une guerre un petit peu humaine. Le dragon, il arrive, il balance Vhagar sur le dragon. La technique est exceptionnelle. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Donc c'est pas de la faute là pour le coup. Non ouais, Kristen Cole sur le champ de bataille, on voit ses limites ailleurs, mais on voit que sur le champ de bataille il est bien. Et comme dit X-Bank, il a peut-être pas le poids d'Alicent non plus. Hein. Le fait qu'Alicent ce soit une nana qui prend la parole, qui déborde un peu et qui le renvoie un petit peu toujours à son statut de bah écoute t'es ma tub mais ça s'arrête là. Voilà, il y a une phrase qu'ils disent d'ailleurs qui est intéressante sur Christian Cole. On dit que Cole se couvre de gloire pendant les campagnes, ce qui aurait de quoi provoquer la fureur de Rhaenyra. J'ai trouvé cette phrase-là intéressante aussi. Du fait que, effectivement, bah, Rhaenyra, quand elle va entendre tout ça, sachant que c'est Kristen Cole, ça risque d'avoir encore plus de haine à attiser. Et puis, bah oui, Kristen Cole, là, qu'est-ce que vous voulez tous ces combats sont des victoires. Tous ces combats sont des victoires. C'est en voulant prendre le lead avec Aemond, ce qui c'est en voulant... Attends. C'est ce que je dis, Christian Cole, c'est en voulant prendre le lead avec Aemond, ce qui trigger Aemond... J'ai pas compris la phrase, Bob. Et détail à la con, mais le fait qu'ils aient besoin de 2 signaux montre que Aemond est loin, car ils savent que Vhagar est énorme, ils doivent le cacher loin. Ouais, par exemple. Par exemple, il envoie quand même ses soldats au bûcher gratuitement. Oui, mais... Oui, mais en 39-45, quand les Américains ont débarqué, je pense qu'ils savaient que les pertes allaient être énormes. Alors, ils ne se doutaient pas que les Allemands seraient aussi nombreux sur les plages de Omaha Beach, notamment. C'est pas censé se passer comme ça. Mais bon, ils savaient qu'aussi, il y aurait forcément des dommages pour le plus grand nombre. Là, on peut considérer aussi la même chose. Dans toutes les guerres, malheureusement, il y a des premières lignes, il y a des fantassins, il y a voilà, des choses qui font que et qui sont... euh, et qui sont importantes. Alors il en envoie peut-être pour mettre au mieux au point sa stratégie. C'est pas très catholique et très humain, mais ça marche. Kristen savait que le clan des Noirs allait lancer un dragon contre lui. Il a eu une bonne idée en utilisant Aemond des Vhagar. Ah bah, surtout que c'est les 2 seuls que tu peux envoyer à peu près. Hein. Mais non, ouais, moi, c'est vrai que c'est une scène qui en dit long quand même. Au-delà du visuel, et puis de certains plans quand même assez marquants, même si je regrette l'esthétique et l'absence de photographie assez voilà, intéressante. C'est une scène qui en dit quand même long et qui entame un chaos total. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est la guerre. Là, la guerre, elle est lancée, elle est actée, elle est présente, et on est vraiment parti pour avoir plusieurs points de non-retour, parce que derrière, comment ça va se passer vis-à-vis d'Aegon, comment Aemon va pouvoir raconter ça, il y a aussi tous les questionnements autour de Daemon. Parlons-en, tiens d'ailleurs. On se posait il y a quelque temps des questions sur la loyauté de Daemon, sur ce que voulait réellement Daemon, sur son envie de trône ou pas, sur sa loyauté envers Rhaenyra ou pas. Là, quand tu le vois rêver ou quand tu vois les visions qu'il a, ouf, on est en plein dans la tourmente, je trouve. Il y a un côté trauma, il y a un côté tourmenté et un peu perdu dans ses envies, sa conscience, sa loyauté, son honneur, son devoir et ce qu'il faut faire. La faute au château, hein, ça forcément, c'est vrai que Aaron Hall, voilà.
Mais bon, je trouve que ça en dit quand même relativement long. Hein. L'acteur des clones à Glow Up de fou, je le trouve excellent. Ah, il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment bon. Hein. Ouais, non, non, mais tous. Hein. Mais l'acteur d'Egon, quand il est triste et qu'on entend tout ça, c'est. Ouais, non, si, c'est vraiment prenant. Hein. Parce qu'il y a un côté tellement dramatique et tellement pathétique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Un côté juste pathétique et triste, profondément triste en lui, qui joue vraiment bien. Et Alice Rivers, elle a une super prestance. De ouf. De ouf. De ouf. Mais ouais, non, c'est vrai que entre la drogue, je crois hein, que Damon est relativement drogué. Hein. Il me semble qu'il y a des choses qui sont assez délicates. Hein. Mais entre Damon qui est dans le château, qui a des hallucinations, des rêves un peu étonnants, certaines discussions comment dire, avec Alice, qui le mettent un petit peu dans la tourmente, ou tout des choses, tout un tas de sujets comme ça, tu sens que on va voir comment il en ressortira d'ici Demon. Mais c'est vrai que ça continue de brouiller les pistes. Parce qu'on en parlait, ça fait 2, 3, 4 épisodes, et même en fin de saison 1, que on en parle, et on se pose la question de la loyauté de Demon, etc., de où est-ce qu'il va véritablement aller, tout ça. Donc, bon, plus on se pose la question, plus à un moment donné, on peut se dire, ah bah alors, Valou, je t'ai répondu sur Egon plus haut, t'as pas lu? Ah bah non, parce que c'était un spoil. Donc faut éviter les spoils. Moi, je vais pas lire, je lis pas les spoils, j'ai pas lu les bouquins. Et faut éviter les spoils pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins dans le chat non plus. Donc j'ai pas lu le message, mais quand j'ai vu le pseudo et que apparemment t'avais un spoil, bah, je me suis ravisé parce que je veux surtout pas être au courant de la suite. On voit bien le parallèle entre Daemon et Aemon. Ouais, carrément. Carrément. Et puis ça montre la dramaturgie du personnage. Alors, Daemon, on le savait, après. On n'avait pas forcément besoin de l'entendre outre mesure pour s'en rendre compte, parce que ça fait depuis la première saison qu'on le voit. C'est un... C'est quelqu'un d'extrêmement torturé et qui a une écriture très spéciale. Il est quand même... ouais, il est très difficile à cerner. Il est assez violent. Alors, il a de la loyauté, il a du courage, évidemment. C'est un guerrier hors pair. Mais il a une part d'ombre assez énorme. Et là, bah, le château lui montre tout. Ah, la symbolique, quand même, de décapiter Rhaenyra jeune. Quand certains se disaient la semaine dernière, peut-être qu'on a mis Rhaenyra jeune parce que justement, c'était l'année Rhaenyra dont il était tombé amoureux. Ça prend encore plus de sens. Moi, je trouve ça pas cohérent. Il est ultra fidèle à Ré et aux volontés de son frère. Il veut gouverner, mais avec Rhaenyra. Oui, mais là, il n'est pas tout seul, Valentine. C'est-à-dire que les visions, toutes ces choses-là, etc., il y a Alice derrière qui lui donne des potions qui, à mon avis, le font un peu divaguer. Pareil, peut-être aussi pareil au niveau des rêves ou du château, ou des choses comme ça, où il y a Ouais, c'est une épreuve, un rite de passage. Moi, le château, je le vois comme un rite de passage, un peu. Il y a des choses assez glauques et assez sombres, assez louches qui se passent là-dedans. Donc, qu'il ait une volonté sans faille fait que, bon, ça reflète quand même ce qu'il pense dans son inconscient. Ça reflète une partie de choses qu'il a déjà peut-être imaginées, pas forcément des choses qu'il voudrait faire. Peut-être que sa loyauté, son amour et son envie de protéger Rhaenyra sont beaucoup plus fortes que ça, et que du coup, il n'en arrivera pas à ça parce que justement, il l'a vu et qu'il veut pas tomber là-dedans. Peut-être aussi qu'il basculera du côté obscur. Valentine, si on prend le Star Wars, Anakin Skywalker, tu lui dirais dans le 2 que ce serait une des raisons qui fait que Padmé est morte, il t'aurait dit, bah non, jamais de la vie, en fait. Je suis loyal à Padmé, je suis loyal à tout ça, à la République, je passerai pas du côté obscur et je vais certainement pas l'étrangler alors qu'elle est enceinte. Eh ouais, mais bon, à un moment donné, bah voilà, la vie a fait que. Hein. C'est le propre des personnages bien écrits. Quand ils sont nuancés, quand ils ont des fêlures et que, voilà, il y a des choses en plus qui se mettent dans leur vie et que, bon, ouais, pas faux, ça me rassure pas. Ça me rassure pas non plus. Bah, ouais, non, 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 parce que bon, c'est vrai que moi, de base, Daemon et Rhaenyra, ça fait partie de mes personnages préférés. Donc, si l'un se retournait contre l'autre, moi, je serais perdu. Parce que, mais
soyons lucides, à la fin d'House of the Dragon, on s'en rendra compte, le plus grand perdant, ce sera le spectateur. Hein. Là, autant Game of... Et encore, Game of Thrones, c'était pareil, parce que t'avais des maisons, t'étais pour une maison plus qu'une autre, ou ceci ou cela, c'était déjà difficile aussi. Mais là, comme ils sont tous de la même famille, et que tu te dis, c'est d'autant plus con, parce que... Bah ouais, c'était pas le souhait de Viserys, bah t'as l'image affect, en gros, ce que tu ressens en tant que spectateur pour, c'est décuplé. Pas de spoil, mais sans lire les livres dans Game of Thrones, Geoffrey nous a déjà spoilé la fin de House of the Dragon, non? Pas de spoil, mais sans lire les livres dans Game of Thrones, aucune idée, Alan. Quelqu'un peut répondre à Alan? Est-ce que Geoffrey Baratheon a spoilé la fin d'House of the Dragon? Ah ouais, ok, d'accord. Oui, c'est le cas, oui. D'accord, ok. Bon bah écoutez, bah, tous ceux qui se souviennent plus de la séquence alors sont heureux parce que je me rappelle plus du tout. Et c'est dans la série ou c'est dans les bouquins? Mais non, personne sortira vainqueur. Ça, c'est évident. Dans la série... Ah oui, bah alors oui, ça fait 3-4 ans que je l'ai pas... J'ai pas eu l'occasion de la remarquer... de la regarder une deuxième fois. Ça fait 3-4 ans que je suis pas... J'ai pas revu Game of Thrones. Donc c'est vrai que du coup, c'est... Oh, même plus que ça. Oh non, même plus que ça. Ça fait ouais, 5-6 ans maintenant. Si, c'était 2018-2019. Putain, déjà. Ah vache. C'était il y a 5 ans, Game of Thrones. Hein. Putain, la vache. Ah, la dernière saison de Game of Thrones, c'était déjà il y a 5 ans. Jurassic World aura 10 ans dans un an. Putain, on va être vieux vachement vite. Hein. Vivement la retraite à 72 ans. C'est dans la saison 3 qu'il en parle. Ouais, j'ai plus la séquence en tête. Bah alors du coup, tant mieux. C'est vrai que ça permet de ne pas se spoil le final. Mais je pense que beaucoup non plus. Hein. À mon avis, il y a ceux qui ont lu les bouquins et ceux qui ont vu la série. Parmi ceux qui ont vu la série, je pense qu'une grande majorité n'a pas forcément le souvenir de cette séquence-là. Et donc du coup vivent ça comme une surprise, ce qui est pas plus mal. Hein. Perso, j'ai mon rituel une fois par an, je me retape la totale. Je fais pareil avec American Pie, moi. Je suis cinéphile. C'est vrai en plus. Et puis avec les Jurassic aussi, puis des films comme ça. Ça m'arrive de temps. Une fois par an, je me refais mon Malcolm quotidien aussi. Mais non, Game of Thrones, il faudrait que je regarde. Mais je pense que après House of the Dragon, là, je me referai l'intégrale de Game of Thrones. Ce sera d'autant plus intéressant d'entendre les propos Targaryens au fur et à mesure. Ouais, Breaking Bad aussi, un classique. Hein. Certains persos et oui, le destin de certains persos et comment ils meurent. Bon, on verra après comment ils le mettent, comment ils le manigancent et le mettent en scène. Hein, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont pas lu les bouquins, c'est d'autant plus intriguant parce qu'on se dit où est-ce qu'ils vont nous emmener, voilà, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'ils vont nous emmener, quel sera le procédé. Mais essayez de ne pas inclure ceux qui ont lu les bouquins et sans se rappeler justement de ce que disait Geoffrey Baratheon. Est-ce que pour vous, Daemon va trahir Rhaenyra ou pas? On part dans les rumeurs d'analyse. Moi, tous les jours, je me fais World War XX. Ça, c'est un classique aussi, sous là. Ça, c'est voilà, ça, c'est culte. Je vais commencer God juste après cette saison. Quelle hâte. Ah, tu l'as pas vu, toi, Game of Thrones? Ouais, bah oui, oui, oui. Ah, du coup, oui, c'est quelque chose. Hein. Là, je sais pas, même lui ne sait pas quoi faire, je pense. Je pense que il est perdu. Mais je pense que Daemon, c'est le genre de personnage capable de vaincre ses démons. Je pense. Je confirme. On voit aussi qu'il peut avoir des parts d'ombre, des intentions un peu néfastes et certaines choses un petit peu difficiles. Je reste convaincu que Daemon va rester fidèle et qu'il est capable de lutter contre ses démons et qu'il sera capable de véritablement aller à l'encontre de tout ça. En termes de trahison, je vois plus Aemond. Ah bah Aemond, il a cramé son Aegon là, donc à partir du moment où Aemond il arrive, il crame son frangin, il crame son roi. En termes de trahison,
sur une échelle de 1 à 10, c'est déjà pas mal. C'est genre, bon, là, il a clairement acté que le mec, bon, il a pigé, hein. Son frère, c'est un pigeon. Allez, let's go, hein. Comme l'a dit Rhaenys, mais il va faire des trucs dans son dos à 100%. Ouais, et je pense qu'il fera des trucs dans son dos pour le bien commun. Alors, deuxième question. Daemon, admettons qu'il est loyal et qu'il ne trahira pas Rhaenyra. Il reste fidèle à Rhaenyra et envers et contre tout. En revanche, il fait beaucoup de choses dans le dos de Rhaenyra. Pour le bien commun, pour le bien de Rhaenyra, mais des choses que Rhaenyra réfute, qui la répugne. Est-ce que vous pensez que Rhaenyra pourrait se retourner contre Daemon? Parce que c'est bien de parler de un et de l'autre, mais il faut forcément faire les deux. Est-ce que selon vous, Rhaenyra, à un moment donné, pourrait avoir un point de non-retour si Daemon continue à enchaîner les dingueries et dire, non, mais c'est un ouf, c'est bon, je peux plus, frère, je t'aime bien, mais... C'est une autre question. Il faut juger dans les deux cas. Je pense qu'à la longue, Rhaenyra peut avoir des suspicions. Bah, elle en a déjà. Elle en a déjà. La séquence qu'on avait vue la semaine dernière le prouve. Le problème maintenant, c'est que Rhaenyra a embrassé la guerre, donc les deux vont finalement tomber d'accord. Oui, mais il y a guerre et guerre. Rhaenyra, elle l'a dit, hein, maintenant elle embrasse la guerre, c'est la guerre, d'accord, mais c'est une manière de régler le conflit. Si Daemon, il veut de la vengeance et du chaos, ça peut être une guerre bien différente. Après Rhaenyra, qu'importe ce qu'elle en pense, en tant qu'épouse, elle peut pas perdre son plus gros atout. Bah non, mais la guerre sera pas éternelle. Enfin, quoique. Enfin non, bah non, de toute façon, la guerre prendra fin à un moment donné, mais peu importe s'il y a des gagnants ou des perdants, qui sait ce qui se passera pour ces deux-là, en particulier après. Elle a le caractère pour, oui, surtout qu'elle s'est embrouillée avec et dit qu'elle n'a pas confiance en lui. Il donne plus de nouvelles alors qu'il disait qu'il allait monter une armée en son nom. Ouais, mais là, faut voir ce qui lui arrive aussi au château, hein. Mais ça, ils le disent. Au conseil de Rhaenyra, c'est une phrase que j'ai notée, le conseil de Rhaenyra, ça les fait chier, pour plusieurs raisons. Où sont déjà... Et même le fils de Rhaenyra lui dit, hein. Où sont les leaders? Où est-ce que vous êtes quand nous, on se casse les couilles au conseil à essayer de trouver des solutions? Toi, t'es pas là. Daemon, il envoie pas de corbeau, ça fait des semaines, on n'a pas de nouvelles. Alors, faut pas s'étonner qu'il fasse la gueule non plus, hein. Donc, bon, si c'est... En fait, le truc, c'est que si chaque action de Daemon est retournée à Rhaenyra et que Rhaenyra prend pour son grade pour les actions de Daemon alors qu'elle est pas au courant non plus, Rhaenyra, ça va la gaver. Faut attendre la fin de ses visions dans les épisodes suivants. Ah oui, oui, c'est pour ça que là, on est que dans des rumeurs, spéculations, on fait de la théorie, de l'analyse. Mais oui, bien sûr. Et dire, on disait des choses différentes à l'épisode 2 qu'on dit là, et je suis sûr que dans cet épisode-là, on dira des choses différentes dans l'épisode 7. Ou 8. Je dis 7 parce qu'en général, avec Game of Thrones, hein, vous le savez, mais les épisodes les plus forts, les plus denses, c'est les avant-derniers de saison. Et le dernier est un peu une transition pour la suite. Jaehaerys se comporte de plus en plus comme lui. Même pose sur la paume de l'épée. Même ton un peu hautain. Ben, certains pourraient commencer à se dire, Rhaenyra, va falloir passer à l'action. Qu'est-ce que tu veux? La paix, le conflit, la guerre. Nous, on est là quand t'es pas là. Oui. Comment dire? Je pense que du côté... Alors, c'est paradoxal parce que il y a beaucoup plus de loyauté humaine. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, hein, mais il y a beaucoup plus de loyauté humaine, de valeur et de bonté et de volonté de paix du côté de Rhaenyra et de ses troupes et de son conseil que du côté d'Aegon et de son conseil. Je pense que comme Aegon n'est pas respecté, si un pouvait à un moment donné oublier que Alicent ou Aemond sont là et buter Aegon pour prendre le trône, il le ferait parce qu'ils se tirent tous sur la gueule. Il n'y a pas de loyauté du côté d'Aegon. Il n'y en a pas nulle part. En revanche, Aegon, il a Aemond derrière lui, il a Alicent, etc. Il paraît relativement intouchable. Alors que le conseil vis-à-vis de Rhaenyra, eux sont peut-être plus disciplinés et peut-être plus loyaux. Mais si Rhaenyra ne fait rien, s'absente trop et qu'il y a trop malheureusement de choses qui vont pas, je pense que eux seront les premiers à le dire et peut-être prendre des mesures. Ils sont plus humains, mais ils prendront peut-être des mesures aussi. Alors que du côté d'Aegon, on n'a personne qui est capable de prendre une mesure. Il n'y a que des chèvres déjà de base, et globalement, ils ont peur.
Ils ont peur, ils peuvent pas imaginer que entre Aegon et Aemon, par exemple, il y a autant d'animosité. Ils se disent, on va buter le roi, mais tu te rends compte? Tu butes le roi là, t'as Vagar sur le cul? Bah non, non, non. Alicent, Aemon, Criston Cole? Bah non, 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 non. Oh, c'est mon point de vue. Oui, tout à fait, car, faut dire, on sent que Rhaenyra est sincère et elle a l'appui d'une famille qui croit en elle et qui la voit pas comme un instrument. Non, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a le côté maternel aussi. Rhaenyra qui a été une bonne mère, qui est plus humaine. Il y a un côté beaucoup plus humain. Par contre, je pense que quand les choses vont pas vraiment, le conseil de Rhaenyra est capable de lui dire et Rhaenyra est capable d'être à l'écoute. Du côté de Aegon, bah, ils se tapent tous sur la gueule. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de voilà. Bon, c'est le front, c'est la France insoumise quoi. Vraiment. Hein. C'est Aegon, Aemond, etc. C'est la France insoumise. Hein. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de nuance. Voilà, c'est la violence, le chaos, la guerre et l'anarchie. Oh, alors Rhaenyra, il faudrait voir. Rhaenyra, c'est le parti animaliste. C'est les dragons avant, c'est les dragons avant tout. Prends-moi ces dragons, protège-les s'il te plaît. Mais non, oui, je sais pas exactement ce que ça pourrait être par la suite. Les Verts ont la chance d'avoir Vagar au final. Ah bah, alors, je pose la question. Dites-moi selon ce que vous pensez réellement. Si Aemond et Vagar ne sont pas là, Aegon et ses troupes ont-ils ne serait-ce qu'une seule chance face à Rhaenyra? Aucune. 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 Parce que c'est pas qu'une question d'humain, c'est pas qu'une question de rassemblement de troupes. Là, on n'en est plus, on en est plus là, là. On n'est plus à une question de faire. On fait une guerre par la peur. On fait une guerre par la peur. On a Vagar, on a quelques autres arguments, mais on a Vagar et Aemond, et si eux sont pas là, et s'ils terrorisent pas le reste de Westeros, on est mort. On est mort. La moitié de Westeros est derrière les Verts, mais l'impact des dragons, l'impact des dragonniers, la qualité des dragonniers et quand même la crainte de Daemon, de Rhaenyra, etc. et tout un tas de choses font que, et surtout bah, voilà, les erreurs tactiques de Aegon ou tout un tas de choses comme ça, Criston Cole ne peut pas tout gérer tout seul. Vagar et Aemond, c'est gouverné par la peur, par la crainte. Tu sais qu'avec eux, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc les Noirs ont des dragons qui n'ont pas été revendiqués à Père Dragon. Ah oui, oui, non, mais ils ont voilà, ils ont peut-être moins d'êtres humains, mais s'ils ont des dragons de plus imposants, avec des dragonniers de meilleure qualité, et puis cette théorie-là, t'inquiète pas, hein. Et Rhaenyra a toujours des dragons en état de se battre. Si Vagar est plus là, les Verts n'ont plus de dragons pour se... Attends, et Rhaenyra a toujours des dragons en état de se battre. Si Vagar est plus là, les Verts n'ont plus de dragons. Attends, il y en avait plus que deux? Du côté du groupe de Aemond et Aegon, ils en ont plus que deux là. C'est-à-dire que Aegon, il a bousillé son dragon pour rien, et maintenant il reste Vagar et c'est tout. Ah, je pensais qu'ils en avaient peut-être encore deux, trois de côté, mais même pas en fait. Port-Réal, ils avaient plus que deux dragons. Les mecs, ils sont quand même vachement... Ouais, mais putain, en même temps, c'est Vagar. Hein. Genre, tu peux, hein, il suffit d'un. Hein. Non, il y a Daeron et Elena qui ont des dragons, les deux autres enfants d'Alice. Ah, voilà, oui, d'accord. Le dernier dragon qu'ils ont, c'est pas son cheveu, celui de Elena, mais elle se bat pas. Les Verts ont moins de dragonniers, il doit en rester d'autres, c'est obligé. Apparemment, il y en aurait encore, oui, donc ils en ont 4. Donc plus que 3, j'imagine, maintenant. Mais oui, d'accord. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, ça ferait très peu quand même. Hein. Elena, elle se bat jamais. Bah, ça donnera peut-être des épisodes intéressants par la suite. Alors, je sais pas, j'ai pas lu les bouquins, hein, mais ça peut donner des épisodes intéressants par la suite, pardon, où on va devoir les obliger à se battre. Parce que là, ça en fait quand même un de moins. Hein. D'ailleurs, fun fact, les animations de Vagar et Mélis qui s'entremêlent les griffes sont inspirées de véritables danses nuptiales d'aigle blanc. J'adore cette recherche parce que ça montre une véritable danse des dragons comme on nous le hype depuis le début. La chorégraphie du combat a été très soignée, ouais.
Tu sens que c'était enfin, que tous les plans étaient pesés et amenés et réfléchis, et la choré les mouvements, les gestes des dragons. Enfin, oui, moi j'ai trouvé que c'était assez impressionnant visuellement, ouais. Par contre, enfin, ils vont tous claquer de toute façon. Donc, enfin, c'est ce qu'on disait, hein, mais il y a quand même une très très grosse probabilité qu'ils meurent tous. Donc bon, il n'y a pas véritablement de vainqueur. C'est ça que je voulais regarder. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que je n'ai pas abordés? Si, si, il y a deux thèmes, mais il y en a un qui est finalement répondu à la fin. C'est questionner l'honneur des dragons, dans le sens où je considère que quand Rhaenys retourne au combat avec Méléis, pour Rhaenys, c'est un sacrifice. Elle sait qu'elle a aucune chance, c'est un sacrifice et c'est la dernière, son dernier coup d'éclat. Quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, est-ce que le dragon se dit la même chose? Est-ce que le dragon, lui, on avait des questions de conscience, etc. On sait qu'il y a un rapport avec le dragonnier, mais on peut se poser la question. Et au final, en fait, à ce moment-là, j'étais de la part à Rhaenys, je me suis dit, tu sais que tu n'y arriveras pas, pourquoi sacrifier un dragon inutilement quand tu peux rentrer? Et je me suis dit, tiens, ça questionne l'honneur des dragons. Et quand on voit que le dragon, il va à l'assaut, et qu'il a la fierté d'y aller, et qui regarde un peu derrière, et qui a justement ce regard-là, en mode, excuse-moi, je t'ai pas protégé, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas réussi, et puis de la tristesse, en fait, bah là, on se rend compte que les dragons ont aussi de l'honneur, et une envie de combattre, etc., et que peut-être il y avait cette connexion entre les deux. Donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Si le dragon veut pas se battre, il se casse. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça quand même. Et Rhaenys, je pense qu'elle ne veut pas tuer Vagar car c'était la dragonne de sa fille. Le dragon est attaché au dragonnier jusqu'à la mort. Ouais, donc voilà, c'est ça, hein. Pour moi, totalement, le lien entre Mélisse et Rhaenys est hyper puissant. Elles y vont ensemble, elles savent qu'elles vont mourir ensemble. Ouais, moi, je vois la même chose. Je vois à peu près, je vois à peu près la même chose, ouais, là-dessus. Donc ça, c'était une question qui était intéressante. Et puis, il y a une phrase que Rhaenyra dit aussi à un moment donné, que j'avais trouvé pertinente. C'est que, selon son père et selon voilà, les ordres de paix qu'il pouvait y avoir avant, et selon elle, quelqu'un qui est sur le trône, c'est censé être un protecteur. Je trouvais cette phrase intéressante parce qu'elle le dit, elle dit, voilà, la vérité, hein, la chose importante à savoir, c'est que pour être un bon roi et pour régner, etc., il faut aussi être un protecteur. Je trouve cette phrase intéressante parce que quand tu regardes Game of Thrones et même House of the Dragon, le nombre de rois qui ont complètement oublié ce concept-là, et ben c'est pour ça que je disais ça, Hugo, ouais. C'était exactement pour ça, hein, que là, on voit qu'il y a vraiment une volonté de la part des deux. Et que c'était plus nuancé que si le dragon veut pas, il se barre. Chose que moi, je croyais assez peu, justement, là-dessus. Donc oui, donc on a parlé du fait qu'Alicent était enceinte et que il y avait produits contraceptifs. Alors enceinte probablement de Kristen Cole. On navigue toujours un petit peu, hein, voilà, dans des thématiques assez dures et dans des choses assez délicates, hein, assez difficiles. Mais non, c'est un bon épisode. C'est un très bon épisode parce que oui, il y a encore de la politique. Oui, on questionne encore le choix des uns et des autres comme Daemon, etc. Mais là, ça y est, on sent que le point de non-retour a été franchi. La guerre commence. On a eu le premier véritable assaut. Alors, on avait eu des assauts en scred, hein, jusque maintenant et des coups un peu sournois. Là, ça y est, la guerre commence vraiment. Et c'est puissant. C'est puissant. Donc c'est bien de l'avoir, je trouve, développé comme ça. C'est bien que le dragon du roi, lui, est moins expérimenté et pas apte au combat. Ah oui, mais enfin, d'un autre côté, moi, je mets pas sur le dos du dragon, hein. Si, il y a un plan qui est bien. Quand on parle, par exemple, de dragons et de personnalité des dragons, moi, je pars du principe que c'est un peu le dragon qui choisit son dragonnier et le dragonnier qui va choisir un petit peu le dragon. C'est-à-dire que tout de suite, il y a quelque chose. Le dragon d'Aegon, à un moment donné, il lui met un petit coup de tête. On sent que le dragon d'Aegon, enfin moi je l'ai pris comme ça, c'est genre c'est un dragon, il est jeune, il est joueur,
Et le premier truc qu'il fait à Aegon, c'est un petit geste, un petit peu d'attention, genre viens, on va jouer. Y a aucune volonté de guerre ou de violence ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien parce que moi, j'étais trop triste de la mort du dragon d'Aegon. Quoi. Tu te dis, c'est Aegon qui l'envoie à la mort parce que Aegon, il a 12 grammes. Il a 12 grammes et le geste, il fait trop de peine parce que tu te doutes bien que c'est mort. Mais même les hurlements et tout du dragon et tout ça, c'est hyper triste. C'est hyper triste. En tant que téléspectateur, est-ce que ce n'est pas frustrant d'aller vers une guerre avec des pertes à chaque épisode à partir de maintenant? On va vraiment pas vers du mieux. La guerre peut avoir des aspects bien différents. Hein. Il peut ne pas y avoir de victimes pendant 2 ou 3 épisodes et pourtant avoir la guerre quand même. Ils le font. Hein. On sait qu'il y a la guerre avec Kristen Cole qui annexe des territoires, des choses comme ça et tout. Bon, on sait que la guerre, elle est là et qu'elle est présente, mais on peut avoir des séquences d'action, mais pas forcément de mort à proprement parler. C'est arrivé plusieurs fois dans Game of Thrones. Hein. Il est pas mort, son dragon. Ah, enfin, il est pas vivant non plus. Hein. Il a l'air quand même plus ou moins... On le laisse plus ou moins pour mort. Autant Aegon, je pense qu'il est pas mort. Autant le dragon d'Aegon, à mon avis... Bon. C'est une chute fatale. Hein. Le fait que le dragon d'Aegon ait tout fait pour atterrir sur son ventre pour sauver la vie d'Aemon, c'est un détail, mais ça montre l'amour entre les deux. Ouais. Et c'est un amour de gamin. C'est un enfant dragon avec un gosse. Et c'est ça qui rend le truc encore plus triste, au final. Je trouve. Après, même Sunfire n'a pas l'air si mort que ça. En fait, Aegon a l'air plus mort que lui. J'ai pas lu les bouquins, donc peut-être qu'il est pas mort. Mais alors, de la séquence que j'ai, je serais très étonné de voir qu'il a encore en vie. Je saurais même pas comment le soigner, si c'était possible de le soigner avec toutes les blessures qu'il a eues. C'est quand même fait pratiquement ouvrir le ventre. Il s'est fait calciner. Il a eu une chute fatale pour empêcher justement Aegon de mourir. Ah bah tant mieux s'il est pas mort, hein. Mais bon, ça laisse pas présager du bon. Hein. Vagar, par contre, faut m'expliquer comment il décolle. Ah bah comme un tank. On le voit quand on voit qu'il décolle, il décolle très 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 lentement. Hein. Le moment où il prend Méléis, je pense qu'il vient d'en bas et il est en pleine accélération. Parce que bah, voilà, il est à happé d'entrée, mais c'est un smirmorque. C'est normal vu les capacités du bordel. En plus avec des ailes complètement déchirées. Ouais, en plus, ouais. Et on l'entend et le travail du son, je le répète, hein, sur Vagar est incroyable. Vagar, c'est une vieille grand-mère qui calme toute la chamaillerie de ses petits-enfants. Ah ouais, mais là, c'est coupé à coups de douce quand même. Hein. Tu vois comment la stratégie pour tuer Vagar? Tuer Aemond? Tuer Aemond ou faire appel à des dragons qu'on connaît pas encore ou une attaque à plusieurs. Là, c'est soit tu tues Aemond et il a plus de dragonnier et peut-être que Vagar, ça fera comme Drogon et elle partira. Soit tu fais appel à 2 ou 3 dragons et tu prends une grosse attaque avec Vagar contre 2 ou 3 dragons. Parce qu'on a vu que rien que contre Mélis, il pouvait être parfois en difficulté. Mais tu peux pas le prendre en solo. Faut une prise à 2 ou une prise à 3. Obligatoirement. Même 2, ça me paraît limite. Après, même plus Méléis a réussi à propulser Vagar au sol, donc faire une Avengers contre elle peut marcher. Ben ouais, mais en fait, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce que ce serait crédible? Genre, est-ce qu'on a envie de le voir? J'arrive pas, en fait, c'est con, mais j'arrive pas à imaginer House of the Dragon nous faire un plan avec une musique de zinzin et 6 dragons qui arrivent et sur une musique lancinante pour aller tuer Vagar. Je trouve pas ça assez distingué pour House of the Dragon. C'est con, hein, mais en fait, je trouve pas ça assez subtil. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver autre chose, parce que je me dis, si la réponse, c'est en envoyer 4 ou 5 sur sa gueule, bah ouais, mais est-ce que forcément c'est épique? Je sais pas. Ça me semblerait trop facile. Assez étonnamment. Donc je sais pas. Faut voir. Faut voir, mais bon, on verra. On verra. Hein. Mais là, oui, Vagar, elle est quand même un peu amochée parce qu'elle en a pris un peu hein, à travers le Gozio.
Essayer de viser Hammond directement, c'est une trop bonne idée en vrai. Bah oui, tu tues Hammond. Vagar va être giga déstabilisé. Tu tues Hammond, à mon avis, t'as fait un grand pas vers la guerre. Hein. T'as fait un grand pas vers la guerre. Je vais vous envoyer chez Johan, en légende. Le Johan Courvoisier, qui est en train de débriefer. Je suppose, hein. Qui est en train de débriefer Money in the Bank. Je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi à 13h, le début des lives de l'après-midi de l'été. Mercredi 13h, rendez-vous pour Death Stranding. 1 heure de talk, 2 à 3 heures de Death Stranding, live donc longue durée. Mercredi, jeudi The Boys comme d'habitude. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont là, vendredi, live exceptionnel. Vendredi, on est là, on s'écoute l'album d'Eminem, les gars. Vendredi soir, Eminem, The Death of Slim Shady, en direct à 20h sur Twitch. Je le rappellerai évidemment parce que ça fait partie des live bonus. Donc Death Stranding, Eminem et The Boys arrivent bien sûr. Et ce live sera en rediffusion dès demain sur la chaîne secondaire. Des bisous. Mais Ellis Renis, on vous oublie pas. RIP.